Spéciale sur CNews et sur Europe 1 avec la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui risque d'être confirmé dans les toutes prochaines minutes. Le chef de la police israélienne a déjà affirmé, Olivier Benkemoun, qu'ils avaient des preuves scientifiques assez concordantes. On attend maintenant le résultat des tests ADN. Le corps de Yahya Sinwar serait en Israël, c'est bien cela. Et après, on part tout de suite en Israël. Oui, annonce conjointe à l'instant des porte-paroles de la police et du porte-parole de Tsahal qui vont dans le même sens. Effectivement, d'après les photos et d'après les comparaisons dentaires, il s'agirait bien de Yahya Sinwar. On attend donc la confirmation officielle par l'ADN. Ensuite, Daniel Hagari, porte-parole de l'armée, prendra la parole publiquement pour expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, dans quelles conditions Yahya Sinwar est mort. Et ensuite, Benjamin Netanyahou prendra la parole, s'adressera aux Israéliens aux alentours de 21h30, heure de Paris. Première réaction en direct sur CNews et Europe 1. Katia, qui se trouve en Israël. Votre fille, bonsoir à vous, est morte à Nova le 7 octobre. Comment vous prenez cette nouvelle qui doit être encore confirmée, mais on a les premiers éléments qui nous laissent penser qu'il s'agit bien de Yahya Sinwar? D'un côté, c'était une très bonne nouvelle, mais de l'autre côté, c'est une nouvelle qu'on voudrait entendre un an avant. Peut-être que si l'on fait un an avant, tout ce massacre, il n'aurait pas été. C'est une bonne nouvelle, je crois, pour toutes les familles. Ça ne va pas faire retourner notre enfant, mais c'est une bonne nouvelle. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a commandité les attentats du 7 octobre dans lequel votre fille est morte, c'est cela, madame? Oui, c'est juste ça. C'est lui qui a tout fait, tout le massacre, c'est sa tête. Et bien sûr que c'est une bonne nouvelle, mais dommage qu'ils l'ont pas fait avant. Peut-être que tout ce massacre, il n'aurait pas été s'ils l'ont fait un an avant. Bien sûr. Et on imagine que votre peine est immense et que cette nouvelle n'est pas de nature à combler la perte que vous avez subie. Ça nous a fait un peu de bien pour une demi-heure, mais après, tu sais, tu retournes à avoir la même malheur et la même peine qu'on a toute l'année. Bien sûr. Et on pense à vous, évidemment. On pense à vous et à tous ceux qui ont perdu des proches dans ce pogrom, le plus grand pogrom perpétré sur le sol israélien. Qui était Yahya Sinwar? Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir sur CNews et Europe 1, madame. Qui était Yahya Sinwar, le chef du Hamas? Tout de suite, les explications de Maxime Leguet et puis d'autres réactions en direct depuis notre plateau et depuis Israël. Yahya Sinwar, le visage. Voilà, on va réécouter dans un instant ce profil de Yahya Sinwar, je le disais, 61 ans, qui est né dans le camp de réfugiés de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, qui a passé près de 23 ans, Louis de Ragnel, dans les geôles israéliennes, un terroriste qui a été libéré par Israël à la faveur d'un échange de prisonniers pour la libération de Gilad Shalit. Absolument. Et en fait, c'est même lui qui a créé les conditions de sa libération, puisqu'il voyait bien que sa détention allait il allait faire ses 30 ans de prison, il voulait sortir plus tôt. Et c'est lui qui a appelé depuis les prisons israéliennes il a appelé les Palestiniens et les membres du Hamas dans la bande de Gaza à essayer d'enlever des soldats israéliens pour servir de monnaie d'échange. Alors, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de la libération de 500, à l'époque, de 500 000 détenus donc, palestiniens. Et c'est comme ça que Gilad Shalit a été enlevé. Et c'est en contrepartie de sa libération qu'il a pu faire partie des militants du Hamas qui donc ont été libérés en 2011. Donc il n'avait pas effectué l'intégralité de sa peine puisqu'il avait été condamné à 30 ans de prison. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul Israélien, je le trouvais plutôt dans l'autre sens, tous les Israéliens, bien avant le 7 octobre, connaissent tous le nom de Yahya Sinwar, puisqu'il avait déjà, en fait, il a fait au moins 3 séjours dans les prisons israéliennes, et il avait déjà été libéré, donc avant la libération dont on parle de 2011, à la demande du Cheikh Cher Yassine, qui avait plaidé en faveur
de sa libération. Et donc en prison, à chaque fois, il s'est durci, radicalisé. C'est là où il a mûri, si on peut parler comme ça. Mais il a théorisé vraiment la manière avec laquelle il prendrait le pouvoir. chaos, la violence, la barbarie. Et ça commence avec un élément très simple. Quand il sort de prison en 2011, il fonde immédiatement un service en fait au sein du Hamas qui deviendra la police du Hamas et qui prendra le contrôle en fait sur tout le parti politique. Et sur tout Gaza. Il détestait Ismaël Haniyeh qui a été tué en juillet dernier parce qu'il le considérait trop modéré et d'ailleurs il avait menacé de l'assassiner. C'est pour vous dire le degré de violence. Il considérait qu'Ismaël Haniyeh était trop progressiste. Catherine Ney, vous êtes avec nous. C'est une nouvelle extrêmement importante. Oui, surtout que ça n'est évidemment on serait joué en Israël, mais aujourd'hui, ce n'était pas lui qui était visé, c'est tout à fait une expédition, un peu une routine dans la bande de Gaza. Il y a eu comme ça un échange de feu et c'est comme ça qu'il est mort. Mais dès l'après-midi, sur les sites internet, il y avait la photo de son cadavre. Bon, et là, je veux dire, c'est vrai que quand on... Là, il n'y avait pas de doute, on reconnaissait même sa denture qui le trahissait. Enfin, c'était lui, comme quand Saddam Hussein a été retrouvé, ou comme dans sa cache. Oui, plutôt le président libyen, là, c'était évident, voilà, c'était lui. Mais c'est quelqu'un de très intelligent qui, en prison, avait étudié l'histoire des Juifs et savait, dans leur culture, combien était importante l'histoire des otages. Et donc, c'est un plan qu'il a monté en sachant aussi qu'il fallait se cacher dans des couloirs, dans des souterrains profonds, parce que les Israéliens se vantaient de pouvoir lire même sur un paquet de cigarettes depuis Tel Aviv, dans tout ce qui se passait dans la bande de Gaza. Donc il a monté tout un plan et je crois qu'il a endormi les Israéliens en laissant tous les jours 18 000 Palestiniens venir travailler en Israël. Et d'ailleurs, plusieurs militaires israéliens disaient à Netanyahou, mais attention, c'est un calme, ça ne peut pas durer, il y a quelque chose qui est en train de se fomenter, et lui ne voulait pas l'entendre. Je vous passe la parole dans un instant. Muriel Waknin-Melki, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle importante. Je voudrais juste qu'on passe la parole à Claude Moniquet, qui est notre spécialiste terrorisme et renseignement. Claude Moniquet, bonsoir. Qui était Yahya Sinwar exactement? Un boucher, un psychopathe? Qui était-il, cet homme? Alors Laurence, ce qu'on peut dire de Yahya Sinwar, c'est que c'était évidemment un homme très très décidé, un très ancien militant palestinien, parce qu'à l'âge de 62 ans, au moment de sa mort, il était déjà actif depuis plus de 40 ans. Il avait fait de la prison à 3 reprises en Israël, la dernière fois, comme ça a été rappelé, pour 22 ans sur une peine de 30 ans. Et là, il avait été condamné pour l'assassinat de collaborateurs, d'informateurs en fait, des services de renseignement israéliens, et principalement du Shin Bet au sein du Hamas. C'était un homme extrêmement cruel dont on savait qu'il avait lui-même participé ou directement dirigé la torture de ses victimes, de ces probables agents des services israéliens. Il avait créé, effectivement, ça a été rappelé aussi, cette organisation qui s'appelait Al-Majd, qui était le service de renseignement au départ du Hamas et qui était devenu sa police. C'était l'homme fort du Hamas, déjà avant la mort d'Haniyeh et encore plus depuis la mort d'Haniyeh, puisqu'il lui avait succédé à la tête de l'organisation. Et c'était surtout le grand architecte, le concepteur de l'épouvantable pogrom du 7 octobre. Donc c'est quelqu'un qui était une cible extrêmement prioritaire. Il était vraiment tout au-dessus de la liste des dirigeants terroristes à éliminer pour les Israéliens. Bien sûr, Claude Moniquet, on sait aussi qu'il a passé de nombreuses années dans les prisons israéliennes, qu'il a été sauvé par les Israéliens. Il avait une tumeur au cerveau, il a été sauvé par un chirurgien israélien dans un hôpital israélien. Et il s'était plongé dans l'histoire de l'État hébreu, dans la langue, afin sans doute de mieux connaître ceux qu'il considérait comme ses ennemis. Oui, alors d'abord, Laurence, il est important de souligner ce que vous venez de dire et qui prouve que contrairement à tout ce que disent les gens de certains partis d'extrême gauche, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, Israël est une démocratie. Parce que l'homme qu'ils ont sauvé effectivement en lui faisant subir une opération extrêmement complexe et extrêmement coûteuse dans un hôpital israélien, je le rappelle, avait été jugé et condamné pour avoir éliminé des informateurs des services israéliens. Et c'était effectivement quelqu'un qui avait profité, si on peut dire, de ses années en prison pour bien connaître son ennemi. Il n'était pas seulement, Yahya Sinwar n'était pas seulement un homme décidé et cruel, c'était aussi un chef terroriste intelligent
Et d'ailleurs, la conception du 7 octobre et le fait que malgré les signaux d'alarme qui avaient été envoyés par les services de renseignement israéliens, il ait pu mener cette terrible opération à son terme, montre à quel point il avait compris la mentalité israélienne, il avait compris comment fonctionnait l'ennemi israélien, comment fonctionnait l'armée, comment fonctionnaient les services de renseignement israéliens. Claude Moniquet, vous restez en direct avec nous, 18h10. On est en édition spéciale sur CNews et sur Europe 1, avec ces premières images qui nous arrivent de Tel Aviv, je le dis pour nos auditeurs, la foule qui se rassemble, les Israéliens qui se rassemblent pour célébrer la mort de Yahya Sinwar, si tant est qu'elle soit confirmée. Muriel Waknin-Melki, c'est une nouvelle extrêmement importante qui était attendue par la population israélienne. C'est une nouvelle rassurante parce qu'elle montre en fait que Israël a réussi à tenir certains de ses engagements. Et que cette élimination dont on ne sait pas effectivement, alors on se parle, les modalités précises, vient signer en fait la détermination d'Israël à se défendre et à assurer la protection de sa population. Je l'avais dit et je le redis encore aujourd'hui chez vous, Laurence, Israël mène ce combat pour l'humanité. On vient de se débarrasser, Israël a fait ce travail, a fait le travail pour l'ensemble du monde, d'un terroriste d'une cruauté extraordinaire. Et je ne sais pas dans quelle mesure on peut grader sur une échelle du mal à quel point on peut être mauvais, à quel point on peut être dénué de toute humanité. Mais en tout cas, cet homme-là, celui dont on a vu les photos au sol, sous des décombres, le visage un peu abîmé, cet homme-là a été le boucher, a été le cerveau malade, mais particulièrement intelligent, il est vrai, qui a conduit à plonger toute une nation dans la détresse, tout un peuple dans la détresse. Il va nous falloir plusieurs générations pour nous remettre de ce qui nous est arrivé le 7 octobre dernier. Je rappelle qu'il a aussi sur les mains le sang de 43 Français. Évidemment. Qui sont morts dans ces attaques. Je rappelle que lorsque 6 otages israéliens ont été retrouvés assassinés courant août, c'était des otages qui l'entouraient. Voilà. Donc je veux dire encore une fois ici à toutes les personnes qui pourraient encore aujourd'hui considérer que les actes commis du 7 octobre pourraient s'interpréter comme des actes de résistance et de soutien au peuple palestinien. Je rappelle que cet homme-là a créé le chaos dans lequel les Gazaouis se trouvent depuis tant d'années et que c'est cet homme-là, et cet homme-là seul, bien sûr entouré, mais seul, qui a conçu les plans du pogrom du 7 octobre. Bien sûr. Catherine Ney, on voit beaucoup de gravité sur le visage des gens qui se réunissent à Tel Aviv. Il n'y a pas de manifestation de joie, il n'y a pas de cris. C'est un moment grave que vit aussi la nation israélienne. Mais à la fois, c'est un moment grave parce qu'il y a le 7 octobre qui entre et qui est là, qui est pesant dans les cœurs, dans les âmes. On pense à tous ces disparus, à tout ce qui aurait pu être évité et à celui qui est la cause de tous ces malheurs qui vient de mourir. Et on peut pas exploser de joie, c'est un soulagement. Et c'est tout. Mais je pense que là, Netanyahou qui est devenu un homme populaire après avoir varié dans le cœur des Israéliens parce qu'on pense qu'il ne les a pas protégés. Mais là, il a déjà franchi un pas, c'est-à-dire la promesse de débarrasser de ce tyran et de cet homme qui a causé tant de malheur au pays et qui même a mis en péril jusqu'à l'existence d'Israël, puisque c'était quand même son but. Donc je comprends qu'on ne peut pas exploser de joie après avoir connu un pogrom et subi une telle chose qui est épouvantable. Et qui a commis aussi des meurtres de Palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'il a éliminé lui-même à main nue, à la feuille de boucher, certains de Palestiniens qui collaboraient avec l'État israélien. C'est pour ça que quand on dit depuis tout à l'heure, oui, c'est un psychopathe. Quand on est capable de tuer d'une manière sanguinaire, de sang-froid des individus, c'est qu'on aime. Après, on peut être intelligent, on peut faire régner la terreur, mais quand on est capable de tuer comme ça de sang-froid des gens qu'on suspecte d'être des agents de renseignement d'Israël, il faut être un psychopathe. Là où en Israël c'est compliqué, c'est qu'à la fois les gens sont contents de sa mort, mais se disent maintenant qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y aura des représailles ? Voilà. Et quid des otages ? Parce que, rappelez-vous, les 6 otages qui l'entouraient, ils ont été tués à bout portant quelques minutes avant qu'Israël les libère.
En fait, c'était lui qui était ciblé aussi, qui était recherché. Il les a tués ou fait tuer froidement, de sang-froid et en partant. Donc ça veut dire que les Israéliens, on voit bien là que c'est aussi un rassemblement pour la libération des otages, c'est de dire est-ce qu'ils ne vont pas tous être tués maintenant? Enfin, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a à la fois une certaine joie, on l'a vu sur les plages de Tel Aviv, mais il y a maintenant aussi la crainte des jours qui viennent. 18h15, on va partir dans un instant à Tel Aviv. Olivier Benkemoun, des dernières nouvelles, des confirmations attendues sur la mort de Yahya Sinwar? On attend toujours cette confirmation. Pour ceux qui regardent CNews en ce moment, les images que l'on voit, ce sont des manifestants qui, tous les soirs, ne se retrouvent. C'est pas la place des otages. Là, on est devant le QG de Benyamin Netanyahou, le QG de la police, où tous les jours, on manifeste en disant ramenez les otages. Ramenez les otages, ramenez les otages. Donc ce soir, plus que n'importe quand, le message, c'est maintenant qu'on a éliminé le pire du pire, qu'on a eu tout l'organigramme du Hamas, il s'agit maintenant de ramener les otages. Simplement, la gravité dont vous parlez, elle se comprend parce que qu'est-ce qui reste comme otage? On annonçait le 7 octobre 101 otages encore. Les 6 otages qui ont été éliminés en août dernier auraient été ceux dont Yahya Sinwar se servait comme bouclier de sécurité. Alors, si aujourd'hui on a trouvé Yahya Sinwar sans otages, qu'est-ce que ça signifie? D'où la gravité ce soir. Julien Maloul est avec nous en direct de Tel Aviv. Bonsoir à vous. J'imagine qu'il y a des sentiments mêlés pour vous, il y a du soulagement, mais de l'inquiétude justement concernant le sort des otages, Julien. Il y a beaucoup de joie. C'est vraiment un jour de joie d'abord parce que pour nous, je le disais un peu plus tôt sur votre antenne, c'était le Ben Laden palestinien, le Ben Laden de notre région. C'est le responsable du malheur qu'on vit actuellement. C'est le responsable de tous les morts qu'il y a depuis plus d'1 an, qu'ils soient palestiniens ou israéliens d'ailleurs. C'est vraiment lui qui est le responsable de tout ce malheur. Concernant les otages, d'abord 2 informations. Premièrement, la police israélienne, il y a la chaîne israélienne La 12 qui a publié le résultat de laboratoire de la police israélienne qui dit qu'il y a une coordonnance totale entre l'ADN de la personne tuée et l'ADN de Sinwar. Donc le laboratoire de la police israélienne semble confirmer complètement l'élimination de Sinwar, même s'il n'y a pas encore de confirmation officielle. Ensuite, Benyamin Netanyahou va prendre la parole apparemment dans la soirée et il devrait justement parler de la question des otages. Les familles d'otages se réjouissent. Clairement, là, il y a un timing où il faut que les choses s'accélèrent. Il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut agir vite. Il s'est passé quelque chose d'important, difficile pour le Hamas. Il faut agir vite avant que si le Hamas n'a plus de tête, ça peut être dangereux pour les otages encore sur place. Et c'est clair que là, il faut vraiment se concentrer uniquement sur eux. Le Hamas est détruit. Il faut maintenant se concentrer uniquement sur les otages. Julien Maloul, est-ce qu'il y a un espoir d'arriver quand même à la fin des combats après l'élimination de Yahya Sinwar, ou est-ce que vous savez, vous Israéliens, qu'il y a encore beaucoup de terroristes à retrouver? Je pense que dans la bande de Gaza, ils suivent les choses au quotidien. Il n'y a quasiment même plus de tirs de roquettes. C'est vraiment sporadique. La branche armée du Hamas est quasiment entièrement détruite. Il y aura toujours des terroristes du Hamas, il y aura toujours des poches du Hamas. C'est une petite guérilla ici et là, il y aura toujours, c'est évident. Mais leur force de nuisance, leur capacité de nuisance est quasiment complètement détruite. Donc les combats vers la bande de Gaza se dirigent vers la fin. Il faut qu'il en soit autant dans le nord avec au moins cette bande de sécurité, cette zone tampon pour permettre le retour des Israéliens dans le nord face aux menaces du Hezbollah. Mais concrètement, moi en tout cas, j'ai espoir que dans les prochaines semaines, prochains mois, on se dirige vers la fin de cette guerre avec un Hamas qui est détruit et le Hezbollah qui n'aura pas d'autre choix que de se reculer de la frontière pour permettre le retour des Israéliens dans le nord. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai. Bon, et évidemment, avec toujours ce même message, il faut que les otages rentrent à la maison. Absolument. Il faut absolument que les otages rentrent à la maison. Il faut que les otages rentrent chez eux. Il faut que les Israéliens, les dizaines de milliers d'Israéliens qui ne vivent plus chez eux, que ce soit à la frontière sud ou à la frontière nord, puissent rentrer chez eux avec la garantie que leur sécurité est assurée. C'est pas moins important. Je rappelle qu'il y a fait plus d'1 an que certains vivent, des familles entières dans une chambre d'hôtel, des enfants déscolarisés, des personnes qui sont dans la pauvreté. Il faut aussi qu'elles puissent rentrer chez elles. Donc il reste ces défis. Le Hamas qui est détruit dans le sud, le Hezbollah qui est décapité, affaibli dans le nord. Mais maintenant, il faut permettre le retour de tous les Israéliens chez eux, les otages comme les déplacés. Merci beaucoup Julien Maloul de ce témoignage en direct sur CNews et sur Europe 1. 18h19 sur nos 2 antennes. Alexandre Devecchio, vous êtes avec nous. On a la situation en Israël, cette situation qui va évidemment tomber de façon officielle dans les minutes qui viennent. Il y a aussi ce qui se passe en France avec le pic de tension entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, les propos du président français qui ont beaucoup heurté en Israël.
Oui, on ne peut pas faire difficilement plus à contre-temps qu'Emmanuel Macron. Ça a été rappelé d'abord, il y a 43 victimes françaises, donc nous sommes directement concernés. Il y a encore 2 otages français, donc l'attitude du président de la République, c'est, de mon point de vue, est difficilement compréhensible, parce qu'il faut aussi ajouter à cela qu'on a été victime très lourdement du terrorisme, et on continue à l'être pratiquement tous les mois dans ce pays. Donc ça a été dit, Israël se bat aussi pour les pays occidentaux. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à suivre le président de la République. C'est quand même le même homme qui voulait une coalition contre le Hamas, une coalition que personne lui demandait. Aujourd'hui, voilà, il est à contre-temps quand il s'agit de parler du Hezbollah. D'ailleurs, il ne parle pas du Hezbollah, il parle de l'invasion du Liban sans jamais mentionner que le Liban est pris en otage par le Hezbollah. Ensuite, il demande à ce qu'on n'envoie plus d'armes en Israël, alors qu'en réalité, on en envoie très peu. Et enfin, cette phrase extrêmement malvenue où il prétend qu'Israël a été créé uniquement par l'ONU. Donc, on espère qu'il va effectivement se hisser en tant qu'homme d'État et qu'il se réjouira de l'élimination de celui qui était un ennemi d'Israël, mais un ennemi de toutes les démocraties, de tous les pays occidentaux et de tous les partisans de la liberté. Ce sont des propos du président français qui vont laisser des traces, Muriel Wadkin-Melki? Oui, ce sont des propos qui vont laisser des traces. Moi, je m'en suis particulièrement émue aussi parce que j'ai évoqué justement la possibilité qu'un antisémitisme d'État se mette en place en fait en France. Alors les mots sont forts, je le sais. Quand je parle d'antisémitisme d'État, je vise l'antisionisme en fait, de manière très claire. Je considère que dans le propos qui a été tenu par le président Macron, on arrive presque à penser qu'il remet en cause l'existence, l'histoire d'Israël et de la création d'Israël. Et en cela, je considère que c'est une forme d'antisionisme. Et je me demande finalement, qu'est-ce que c'est que toutes ces positions que nous avons eues avec ce président qui disait vouloir faire en France de la lutte contre l'antisémitisme un combat national, et qui finalement, je vous le rappelle, n'avait pas participé à la marche contre l'antisémitisme. Ensuite, avait eu beaucoup de mal à organiser cet hommage aux victimes françaises. Puis, ces déclarations récentes... On parle de 48 victimes françaises, oui. Hein, pas 43, 48. 48 victimes françaises. C'est important de le préciser. 48 victimes françaises. Et puis, cette déclaration fracassante à 2 jours de l'hommage du 7 octobre, où le président Macron a trouvé judicieux à ce moment-là de venir dire et expliquer qu'il ne fallait plus vendre des armes à Israël. Et enfin, cette déclaration qui remet en cause l'histoire même d'Israël et la création. Et moi, je ne veux pas croire que nous avons un président qui ne soit pas cultivé. Je ne veux pas croire que nous avons un président Macron qui n'ait pas cette culture de l'histoire. Je ne peux pas y croire. Donc la seule option que je vois, c'est que cet antisionisme qui s'est répandu partout en France a fini finalement par infuser véritablement toutes les couches de la société. Et on retrouve cet antisionisme, y compris dans nos élites. Bien sûr, Catherine Ney. Et après, on clôt le chapitre Emmanuel Macron et on va repartir en Israël. Malheureusement, je crois qu'il n'est pas clos parce que depuis quelque temps, on peut dire que quel que soit le sujet, il n'a pas la main très verte et il devient comme un mystère parce que toutes ces actions, et quoi qu'il dise, on ne comprend pas. Alors on se pose des questions. Pourquoi? Est-ce que c'est pathologique? C'est une vraie question que beaucoup se posent. Il est en ce moment même à Bruxelles, Emmanuel Macron, pour un sommet sur l'immigration, François Pupponi. Ce qu'on espère, est-ce qu'on peut attendre des déclarations de nos chefs d'État occidentaux? Ce qu'on espère, c'est que ce soir, il fasse une déclaration qui contrebalance, enfin, pour pas dire le en même temps, mais qui contrebalance un peu tout ce qui est dit. Mais le mal est fait. Enfin, moi, j'ai participé à toutes les cérémonies autour du 7 octobre organisées par la communauté juive. Il faut dire qu'au sein de la communauté juive, le mal est fait. Au sein des Français, le mal est fait parce que les gens ne comprennent pas. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à la fois, il attaque systématiquement Israël. On aurait pu imaginer qu'il attaque Israël tout en disant mais il faut que l'Iran arrête de donner des armes au Hezbollah. Enfin, un peu. Non, et là, c'était une espèce de fixation. Bon. Il y a quand même eu 2 déclarations officielles de Benjamin Netanyahu à la télé pour contredire ce que disait. Enfin, quand un pays comme Israël, qui est une démocratie, nous défend, parce que vous savez, moi j'ai été régulièrement plusieurs fois dans le bureau de Benjamin Netanyahu, il a cette fameuse carte qu'il appelle le rouge et le noir. C'est-à-dire où il montre toutes les tâches de l'Iran qui est en train de s'imposer partout, le rouge, et qui attaque tout le monde. Et il dit, mais on est en train de vous défendre et vous nous tapez dessus. Alors, ils ne se sont jamais vraiment compris, Netanyahu et Macron, depuis le début.
Et là, il dit, mais c'est pas possible, c'est impensable. Et effectivement, le sentiment, déjà en Israël, il y a quelques mois, voire pas quelques années, et encore plus maintenant, c'est que c'était cet antisémitisme, cet antisionisme qui se transforme en antisémitisme, est en fait une vraie réalité française, au plus haut niveau de l'État. Et ça, c'est catastrophique. Un petit mot, Alexandre. Je pense que c'est une réalité française. Je ne suis pas sûr, j'espère en tout cas qu'elle n'est pas au plus haut niveau de l'État. Il y a des explications au comportement erratique d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il a tellement perdu la main sur le plan national qu'il veut reprendre la main sur le plan international en faisant des coups d'éclat. Et ce sont des coups d'éclat qui se retournent contre lui. Et je crois qu'il le ridiculise plutôt qu'autre chose et qui malheureusement ridiculise la France. Et ensuite, plutôt qu'un antisioniste d'État, il y a quelque chose d'encore plus préoccupant que la volonté d'Emmanuel Macron de briller. C'est peut-être qu'il est otage justement des minorités dans ce otage façon de parler. C'est peut-être pas le. Il y a des vrais otages. Non, il y a d'autres. Non, mais il est prisonnier, si vous voulez, prisonnier des réalités démographiques françaises. Quand il refuse d'aller à la marche contre l'antisémitisme et qu'il explique je dois représenter tous les Français, ça veut dire que d'une certaine manière, il représente les Français antisémites et que ceux-là sont assez nombreux, assez importants pour l'intimider. Et là, c'est beaucoup plus préoccupant et ça dit quelque chose de l'état de notre pays, effectivement. On est en édition spéciale sur CNews et sur Europe 1. Benjamin Toiti, journaliste, est à Jérusalem. Bonsoir à vous, Benjamin Toiti. Pour vous, il y a une quasi-confirmation que l'homme qui a été retrouvé dans le tunnel de Gaza est bien Yahya Sinwar. Oui, bonsoir. Alors effectivement, on a eu la confirmation des tests ADN dans les minutes qui viennent de passer réellement. Donc c'était en Israël, on est dans les fêtes en ce moment de Sukkot, donc la majorité des gens étaient un petit peu déconnectés en famille pour ces fêtes et la nouvelle est tombée dans l'après-midi. Donc beaucoup de satisfaction de la population israélienne d'enfin pouvoir, si j'oserais dire, fermer ce compte-là qui a été ouvert le 7 octobre avec Sinwar, même s'il avait été déjà prisonnier dans les prisons israéliennes avant. Il a été le chef d'orchestre, en tout cas l'architecte des attaques du massacre du 7 octobre. Et pour les Israéliens, c'est quelque chose de satisfaisant maintenant de pouvoir régler le contentieux avec Sinwar. Il y a ce soulagement, évidemment, Benjamin Toiti. Il y a l'inquiétude sur le sort des otages parce qu'il n'a pas été retrouvé en compagnie d'otages. Et puis, qu'est-ce que ça va changer concrètement, là, dans les jours qui viennent, pour l'armée israélienne ? La première question que tous les Israéliens ont posée, c'est évidemment qu'est-ce qui se passe avec les otages, puisqu'on nous dit déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que Sinwar est entouré de plusieurs otages qui font en fait bouclier humain sur sa personne. Donc effectivement, le sort des otages, c'est toujours une question qui est principale et centrale. On a maintenant la confirmation qu'il n'y avait pas d'otages dans son entourage, donc il n'y a pas eu de dommages et pas de confirmation en tout cas d'otages qui auraient été touchés dans son élimination. Donc c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça va changer ? Écoutez, Sinwar était le chef du Hamas depuis de longues années. C'est lui qui a mis en place, donc comme je vous disais, l'attaque du 7 octobre. C'est lui qui gérait toute la guerre et les forces du Hamas depuis le 7 octobre et même avant. Donc c'est un coup assez important porté au Hamas maintenant, qui est déjà en train d'agoniser. Donc forcément que ça devrait, on espère en tout cas, soulager en tout cas l'armée et apporter une possibilité de pouvoir avancer dans une étape supérieure dans cette guerre et de pouvoir peut-être aussi voir le retour des otages en espérant que les gens qui travaillent en tout cas les autres combattants qui travaillent avec Sinwar vont être plus souples et comprendre qu'ils sont maintenant étouffés, qu'il n'y a plus vraiment le choix que de libérer ces otages pour arrêter tout ce qui se passe maintenant à Gaza. Benjamin Toiti, un dernier mot concernant cet homme, Yahya Sinwar, que les Israéliens connaissent bien. Il a passé de très longues années en détention. Il a même été sauvé par des chirurgiens israéliens parce qu'il avait une tumeur au cerveau. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'amertume au moment où il a été libéré, parce qu'il a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Et que, évidemment, on se dit que c'est lui qui a fomenté les attentats du 7 octobre. On sait que c'est lui qui a été l'architecte des attentats du 7 octobre. Alors effectivement, il y a une amertume supplémentaire parce qu'il était prisonnier en Israël, qu'il a, pendant son séjour dans les prisons israéliennes, été soigné dans des hôpitaux israéliens. Mais plus que ça, il a eu la possibilité pendant son séjour en prison
de faire des études dans une université israélienne qui lui a donné la possibilité d'encore mieux comprendre la société israélienne. Il a été une des personnes qui a travaillé en tout cas et qui a poussé à l'enflammement ou en tout cas à l'embrasement et aux problèmes qui ont eu dans la société israélienne ces dernières années en tuant beaucoup de personnes. Donc oui, c'est une satisfaction. Oui, c'est une finalité qui était importante. Et effectivement, le fait qu'il ait été libéré dans un deal de prisonniers il y a quelques années, donc dans le deal de Gilad Shalit, en 2006, si je ne me trompe pas, ou en 2011, c'était la libération. C'était très important parce que, et ça remet en tout cas dans le débat qui existe aujourd'hui sur la libération de futurs prisonniers contre les otages qui sont retenus aujourd'hui à Gaza, c'est évident que le fait de l'avoir libéré dans le deal de Shalit est très important parce que il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre pour pas voir de nouveaux signes noirs se lever demain contre Israël. Et de nouveau 7 octobre. Merci beaucoup Benjamin Toiti d'avoir pris un peu de temps pour nous parler dans Punchline CNews et Europe 1 de 18h31. Nous sommes en édition spéciale avec cette confirmation désormais, on peut le dire, Olivier Benkemoun, de la mort de Yahya Sinwar, le leader du Hamas. Alors encore une fois, l'armée israélienne, Daniel Hagari, le porte-parole, devrait prendre la parole. Et puis ce soir, vous le savez, Benjamin Netanyahou, vers 21h30, heure de Paris, pour expliquer ce qui s'est passé aux Israéliens, c'est très important. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a eu une opération militaire hier contre des terroristes. Yahya Sinwar n'était pas identifié. Ils ont suivi dans un bâtiment des terroristes. Ensuite, des tanks sont entrés en action. Une partie du bâtiment a été détruite. Et ensuite, une brigade est rentrée pour découvrir s'il restait ou non des terroristes, pour nettoyer. Et ils ont découvert un corps sans vie, ce corps qui ressemblait beaucoup à celui de Yahya Sinwar, corps sur lequel ont été retrouvés des passeports et puis plusieurs milliers de dollars. Et ce soir, et une ceinture d'explosifs. Tout ça va être confirmé. Ce soir, la télévision israélienne, il y a quelques minutes, vient de publier le rapport de la police, la comparaison dentaire. Ça, c'est devenu public puisque c'est sur les réseaux sociaux et ça correspond. Donc ce soir, à l'heure où on parle, on attend toujours le test ADN, l'ultime confirmation, mais il ne fait aucun doute, quasiment aucun doute pour la police et pour l'armée israélienne qui ont fait un communiqué commun qu'il s'agit bien de Yahya Sinwar. Voilà, le chef du Hamas, Catherine Ney, celui qui a fomenté le pogrom du 7 octobre, cet homme qui était l'ennemi public numéro 1 pour Israël et qui finalement, et vous nous l'avez raconté au tout début de cette édition, a été retrouvé un peu par hasard par l'armée israélienne. Il était traqué, mais il a été retrouvé par hasard. Lui qui a été ciblé, ça a été la surprise en entrant dans le bâtiment où il était, mais quand même la ressemblance était tellement évidente. D'ailleurs, quand on voit la photo, non, il n'y a pas. Vous parlez de la denture, on la voit sur les photos, c'est exactement la même. Donc, on a pris toutes les précautions pour être sûr que ce soit bien lui. Mais enfin, c'est comme ça quelquefois que les bourreaux sont tués par hasard, et c'est une bonne surprise. Mais en tous les cas, pour Israël, c'est une. Enfin, je veux dire, si les otages reviennent en nombre, s'ils ne sont pas tous morts, et on ne sait, en tous les cas aujourd'hui, on ne sait pas qui les détient. On ne sait pas. Ils sont aux mains de qui, de plusieurs, on ne sait pas. Combien en reste-t-il? Combien reste-t-il vivants? Voilà. C'est deux questions très très importantes. Et en ce moment, on continue à manifester à Tel Aviv, et en particulier devant le QG de l'armée à Tel Aviv, en brandissant des photos et les portraits des otages, en disant « ramenez-les à Benjamin Netanyahou ». Ce sont des messages qui s'adressent directement à Benjamin Netanyahou. Ramenez-les. En tous les cas, on ne pouvait pas suivre, parce qu'il n'avait pas de portable, il n'avait jamais aucun signe. Il n'avait pas de beeper non plus. Il n'avait pas de beeper, il ne pouvait pas être... Et il écrivait... Enfin, des mots manuscrits, et voilà, c'est ainsi qu'il communiquait avec ses troupes. Donc c'est une surprise, mais peut-être que lui aussi en avait assez d'être dans les catacombes, dans les profondeurs, il est sorti, et peut-être, voilà, c'est sa perte, mais c'est souvent comme ça. Bien sûr, Alexandre Devecchio. Non, on sait que cette question des otages divise la société israélienne, que dans la culture israélienne, qui sauve un homme sauve l'humanité, enfin dans la culture juive plutôt. Et en même temps, j'allais dire, d'un point de vue rationnel, finalement, cette décision de ne pas en faire la priorité, parce que je crois que ça n'a pas été la priorité de Benjamin Netanyahou, est aussi une décision rationnelle, parce qu'effectivement, Yahya Sinwar a recouvré la liberté dans un échange d'otages, pas lui seulement,
1000 terroristes contre un homme. Donc, je crois qu'en réalité, l'armée israélienne et le gouvernement israélien a fait un choix qui est tragique, mais qui est de prioriser l'élimination du Hamas pour que ça ne se reproduise plus. Quand on se met à la place des familles d'otages, effectivement, c'est difficile à admettre, et on serait à leur place, on ne l'admettrait pas. Mais d'un point de vue rationnel, ça se comprend parfaitement. 18h36 en direct sur CNews et Europe 1. Tony Attal, habitant de Netanya, est en direct avec nous. Bonsoir à vous. Pour vous, il n'y a plus de doute. C'est bien Yahya Sinwar qui a été tué par Tsahal hier, monsieur Attal? Oui, ça a été confirmé. Il y a eu des tests ADN qui ont été faits. Des tests de sa mâchoire notamment aussi. Puis on a eu en amont déjà aussi des photos de son corps, et la ressemblance était frappante, on avait très peu de doutes. Est-ce que c'est du soulagement que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez appris? Honnêtement, c'est plus que du soulagement, c'est aussi de la joie. C'est un événement que nous attendions déjà depuis le 8 octobre. Voilà, on lui a enfin réglé son compte. Pour être honnête, on n'avait pas de doute que ça arriverait. C'était qu'une question de temps. On savait que Tsahal lui mettrait la main dessus, comme elle mettra d'ailleurs la main sur tous les ennemis d'Israël. On a très peu de doutes là-dessus. Monsieur Attal, on voit en ce moment des panneaux qui sont brandis par des manifestants à Tel Aviv qui disent la guerre de Sinwar est terminée, il faut terminer la guerre. Est-ce que vous dites la même chose ou pas? Non, du tout. Pour mettre bien les choses au clair, parce que j'entends souvent, je regarde très souvent votre chaîne, et j'entends très souvent, alors pas que sur votre chaîne, mais j'entends très souvent des intervenants parler de Bibi Netanyahou et tout ça. Je voudrais quand même clarifier les choses. Ça fait 15 ans que Bibi Netanyahou est réélu démocratiquement à chaque fois. Dans les rues de Tel Aviv, il y a des grosses manifestations, surtout pour réclamer la libération des otages. Mais on le sait, c'est factuel, les refus ont été faits à chaque fois de la part du Hamas. Ils ont à chaque fois demandé toujours un peu plus, et à chaque fois on a accordé un peu plus, et à chaque fois ils ont refusé l'échange de prisonniers du Hamas et d'otages. Et là, les gens qu'on voit, c'est vraiment une infime minorité de gens, vous savez, comme dans les rues parisiennes, des gens qui sont à l'extrême gauche et qui sont anti-guerre, voilà, un peu des familles d'otages aussi. Bien sûr, Tony Attal, j'entends ce que vous dites. Néanmoins, il y a aussi cette histoire dans la population israélienne que la guerre s'arrête, qu'on puisse vivre en paix. Et j'imagine que ça, tout le monde le partage, ce souhait-là. Mais vous savez, je pense que vous le savez, le peuple juif n'est pas un peuple de guerre. Nous aimons la vie avant tout, nous aimons la paix. Et bien entendu que tout le monde veut la paix, mais de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Tout le monde souhaite la paix. Mais des fois, pour faire la paix, il faut préparer la guerre, ou en tout cas, il faut mener la guerre. Et là, en l'occurrence, c'est pas simplement la tête du serpent, la tête du Hamas qu'il nous fallait, c'est aussi complètement démanteler totalement le Hamas pour que plus jamais ne puisse se dérouler un pogrom comme on l'a vécu, qui a été une mini Shoah pour nous. Il faut qu'on prenne, il faut qu'on fasse le travail jusqu'au bout, que ce soit au Liban, que ce soit la tête de la pieuvre en Iran. J'étais passé sur votre antenne le soir même du 7 octobre et je l'avais dit, de couper les tentacules des Houthis, du Hamas, du Hezbollah, c'est très bien, mais ce qu'il faut, c'est s'attaquer à la tête de la pieuvre, et la tête de la pieuvre, c'est l'Iran. Et je pense sincèrement que c'est qu'une question de temps. Ce sera terrible, il y aura des morts des deux côtés, on s'attend à subir aussi des pertes chez nous, de gros dégâts, mais la population est prête. Une question de Olivier Benkemoun, monsieur Attal. Simplement, la succession de Yahya Sinwar, elle existe, et en particulier un homme, l'homme en qui il a le plus confiance, c'est-à-dire son frère, Mohamed Sinwar, l'homme qui, à l'origine de l'enlèvement de Gilad Shalit, l'homme qui a négocié la sortie de son frère de prison, qui a participé à tous les cabinets noirs de Yahya Sinwar, à toutes les opérations, qui a aussi creusé des tunnels. Donc lui, il pourrait être le nouveau numéro 1 du Hamas. Et c'est un très très grand danger également. Tout n'est pas fini. Il y a 2-3 hommes également qui pourraient prendre sa succession. Tout n'est pas terminé avec le Hamas. Un dernier mot, Tony Attal, ça veut dire que ce n'est pas la fin du Hamas encore? En l'occurrence, pour répondre à M. Benkemoun, le successeur de Yahya Sinwar, on l'aura aussi, c'est qu'une question de temps. Et je voulais juste faire un dernier commentaire.
Donc, vous savez, en 1940, contre les nazis, il y a eu une coalition qui s'est montée. Les Américains et les Britanniques sont venus libérer la France des nazis. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, les nouveaux nazis sont les islamistes. Et Israël mène ce combat, est la fer de lance de ce combat. Et on se retrouve un petit peu, malheureusement, un petit peu seul. Et pour être honnête, en tant que franco-israélien, et je vais parler pour une grande majorité de franco-israéliens, on a été très déçus des commentaires d'Emmanuel Macron et de ses prises de position. Et je voudrais juste lui passer un petit message, s'il regarde CNews peut-être, lui dire qu'avec ou sans lui, on la gagnera cette guerre. Voilà, c'est très clair, le message est passé. Merci beaucoup Tony Attal d'avoir pris du temps pour nous répondre sur CNews et Europe 1. Louis Dragnel. Ce qui est très intéressant, c'est quand on écoute ce que dit Tony Attal et ce qu'on écoutait tout à l'heure, ce que disait Julien Baloul. Et je trouve que c'est assez représentatif de la société israélienne. Vous avez Julien Baloul, donc, qui est ancien journaliste, qui est ancien porte-parole de l'armée israélienne, et qui explique en fait, la fin est presque proche. Vraiment, il fait le pari de l'optimisme. Et ensuite, il déroule et il dit la priorité absolue, ce sont les otages. Le Hamas est quasiment éradiqué. Bon, il y aura des tirs sporadiques. Il y aura j'espère que je caricature pas trop ses propos. Et j'ai aucun mépris pour ses propos. Hein, mais c'est pas ce que dit Tony Attal. Hein. Et ce que dit Tony Attal, c'est l'impératif stratégique d'Israël. C'est de les éradiquer jusqu'au bout, qu'il n'en reste plus un, pour que plus jamais on puisse se dire qu'on a pris le risque de permettre à la pieuvre de se reconstituer. Et puis, ce que dit Tony Attal, c'est même Liban, enfin partout. Quoi. Iran. 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 Il parle de l'Iran stratégique. Et donc, vraiment, je trouve c'est assez représentatif du débat en Israël. Évidemment. Et c'est vrai que c'est aussi représentatif du débat politique. Vous avez la ligne, globalement, de l'armée israélienne qui, elle, se concentre sur l'objectif stratégique. C'est-à-dire, l'impératif, c'est assurer la protection de l'État d'Israël et faire en sorte que ça ne puisse plus se reproduire. Et donc, mais évidemment que l'éradication du Hamas passe avant la négociation avec les otages. C'est terrible d'expliquer ça comme ça, mais ce sont des débats cornéliens. François Pupponi, rapidement, en avance, on est en direct, édition spéciale. Ça va être terrible pour le gouvernement israélien, parce que la société est fracturée en deux. Hein. Donc là, on voit bien les manifestations de gens qui disent maintenant, vous avez éradiqué le Hamas, mais maintenant il faut libérer les otages. C'est la priorité. Il y a une grosse partie de la population qui dit non, malheureusement, il faut continuer, il faut aller jusqu'en Iran. Et donc on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on a dit qu'on allait jusqu'au bout. Et cette tension dans la société israélienne, elle est palpable. Hein. Alors Netanya, c'est vraiment une ville c'est franco-russe. Hein. C'est la grande communauté française qui a fait son alia, qui a été vivre à Netanya. À Netanya, on parle plus français que hébreu. Hein. Et donc, eux, faut aller jusqu'au bout. Voilà. On n'a pas le choix. Et puis les Israéliens, d'autres qui disent non, maintenant il faut finir et il faut parler de paix. 18h43 sur CNews Europe 1 avec cette confirmation officielle. Le chef de la diplomatie israélienne annonce que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a bien été éliminé. Confirmation donc à 100%, Muriel Waknin-Menki, qu'il s'agissait bien de ce terroriste qui a été le cerveau des attentats du 7 octobre. C'est un soulagement. C'est un soulagement et je n'ai pas coutume de me réjouir de la mort d'un homme. Voilà, je le dis, c'est pas dans mon éducation, c'est pas dans ma philosophie, mais je suis quand même particulièrement heureuse ce soir que l'humanité soit débarrassée de cet homme-là. C'est fait. Toutes les réactions ce soir en direct sur CNews et sur Europe 1. Qui était Yahya Sinwar? Explication de Maxime Leguet. Je vous repasse la parole dans un instant. Yahya Sinwar, le visage de celui qui était l'ennemi public numéro 1 d'Israël. Considéré comme l'architecte de l'attaque terroriste du 7 octobre, il était traqué sans relâche par l'armée israélienne. Âgé de 61 ans, il est élu à la tête du Hamas le 6 août 2024 pour succéder à Ismaël Haniyeh, éliminé par Tsahal à Téhéran le 31 juillet dernier. Membre du Hamas depuis 30 ans, il incarnait la ligne la plus radicale du mouvement islamiste palestinien. Yahya Sinwar était également celui qui négociait chaque point de trêve entre Israël et le Hamas, ainsi que les discussions sur les libérations d'otages israéliens et prisonniers palestiniens. Des geôles israéliennes qu'il a lui-même bien connues, il a été incarcéré en 1989, condamné pour avoir assassiné une douzaine d'individus. Il sera libéré en 2011 en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit. Il réintégrera le Hamas alors en 2017. Soupçonné d'être caché dans les tunnels de la bande de Gaza, il n'était plus apparu en public depuis près d'un an.
La confirmation donc de ce terroriste d'envergure qui a été abattu par l'armée israélienne, Louis de Ragnel, dans les tunnels de Gaza. C'était l'homme le plus recherché par Tsahal depuis le 7 octobre, parce qu'on savait que c'était lui qui avait été l'architecte de ce pogrom. Absolument. Et puis depuis la mort d'Ismaël Haniyeh, dont on a parlé dans le reportage, qui était un autre chef du Hamas, donc qui était plus modéré. D'ailleurs, il se détestait, il s'entendait pas du tout. Donc c'était en juillet dernier. Eh bien, c'est lui qui régnait omnipotent sur le Hamas, la branche politique, la branche armée, et c'est lui qui a tout planifié, donc les attaques du 7 octobre. Et puis, il faut bien avoir en tête que c'est quelqu'un qui réfléchit depuis très longtemps à cette attaque. C'est quelque chose qui a été minutieusement préparé, mais pas simplement dans les 6 mois qui précèdent. Dans les 6 mois qui précèdent, il a changé d'ailleurs toutes les têtes du Hamas, tous les responsables du Hamas en dessous de lui avaient été remplacés. Mais c'est quelqu'un qui mûrit ce projet-là depuis une trentaine d'années. C'est son rêve absolu, c'est l'espèce d'accomplissement qu'il a ordonné, qu'il avait préparé avant. Donc pour Israël, voilà, c'est ce qu'on appelle les cibles de haute valeur, les high value target. Pour Israël, c'était la cible de la plus haute valeur. Et donc, effectivement, ce soir, on comprend que les Israéliens parlent de victoire, en tout cas, ils se disent que peut-être qu'il y a un tournant et que leur vie sera peut-être un peu différente après la mort de Yahya Sinwar. C'est une opération stratégique réussie, Catherine Ney, pour Israël. Oui, enfin, stratégique et un coup de chance aussi. Ça veut dire sûrement une imprudence qui soit sortie de ses souterrains et se soit allée à l'air libre. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est ce que vient de dire notre dernier interlocuteur, c'est qu'on désigne déjà son frère comme étant une... Et donc, c'est pas fini. Si on en croit, il va y avoir encore... Et donc, est-ce qu'il faut un temps de... Est-ce qu'il faut une sorte de pause pour voir pour les otages? Parce que les Israéliens, ils vont demander un peu... Aussi, ils veulent le retour des otages, ceux qui sont vivants encore. Et est-ce que c'est une rampe de sortie de la guerre, à la fois aussi pour ceux qui souffrent, les Gazaouis, dont on dit certains sont pas, enfin je veux dire, ne se nourrissent plus, sont dans un... Et où est-ce que ça continue? Ça va être un choix de Netanyahou. Alexandre Devecchio. Il faut voir aussi cette élimination dans une séquence. Elle vient après celle de Nasrallah, donc on est plutôt dans un scénario de guerre totale. Il y a une double menace existentielle pour Israël. D'une part le Hamas, d'autre part le Hezbollah, avec surtout l'Iran derrière. Donc je crois que le pari que fait le gouvernement israélien, c'est de reconfigurer la région. Et effectivement, de couper d'abord les tentacules de la pieuvre. Il semble que ça soit en voie d'être fait, aussi bien pour le Hamas que pour le Hezbollah. Maintenant, il faut s'en prendre à la pieuvre, c'est-à-dire le régime iranien. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'à un affrontement direct, mais... là où Israël semble être en position de force, c'est que le régime iranien semble être affaibli de l'intérieur. Donc l'idée, je pense, c'est de faire en sorte que ce gouvernement, enfin que ce régime soit renversé de l'intérieur par le peuple iranien. 18h48, Lise Benkemoun, correspondante CNews à Tel Aviv, est avec nous. Lise, bonsoir. Il y a cette confirmation officielle désormais de la mort de Yahya Sinwar. Qu'est-ce qui peut se dérouler dans les prochaines heures ? Bonjour Laurence, bonjour à tous. Oui, confirmation officielle après une analyse dentaire, entre autres, de Yahya Sinwar. C'est vrai que c'était un peu la surprise que l'un des terroristes qui était visé par cette attaque de Tsahal à Gaza, c'était le commandant de la division de Khan Younes du Hamas, qui se trouvait depuis le début de la guerre à proximité de Sinwar. Alors, ce qui est très inhabituel ce soir, et la question que tout le monde se pose, c'est comment se fait-il qu'il n'y avait aucune trace des otages dans ce bâtiment, puisque la rumeur disait que Yahya Sinwar, depuis quelque temps, se déplaçait toujours après avec un groupe d'otages pour éviter d'être bombardé. Donc c'est vrai que là, il y a en ce moment même des discussions d'urgence entre l'équipe de négociation et les responsables de la sécurité israéliens à la lumière de cette élimination. Grosso modo, il reste le frère de Yahya Sinwar, il reste 2 autres commandants de brigade, entre guillemets, à éliminer. Mais la question qui se pose, bien sûr, c'est celle des otages. Et d'ailleurs, le Forum des familles d'otages a déjà fait un communiqué qui vient de sortir à la minute pour dire qu'il faut se préoccuper au plus vite, appelant les États-Unis et le gouvernement à trouver un accord dès que possible, parce qu'ils ont peur que cette situation avec l'élimination du chef du Hamas soit encore pire pour les otages, que plus personne finalement ne puisse les sauver.
Lise, encore une question concernant le timing des prises de parole de ce soir. Les autorités israéliennes vont s'exprimer. On sait que M. Netanyahou, le Premier ministre, va prendre la parole. Oui, sans doute. C'est vrai que d'abord, là, il y avait beaucoup de prudence. Vous avez dû remarquer, Laurence, dans cette annonce en fait, de la mort du chef du Hamas. Ça faisait plusieurs heures qu'on en parlait. C'est vrai qu'il y a eu véritablement une surprise, puisque l'élimination a eu lieu un peu sans aucun renseignement préalable. C'était un engagement presque accidentel à Gaza. Les forces de Tsahal qui ont tué Yahya Sinwar, c'est des apprentis commandants de blindés et d'infanterie qui effectuent une partie de leur formation à Gaza. Donc, c'est des soldats de base, entre guillemets. Ils ont envoyé un obus de char qui a fait s'effondrer le bâtiment. Et ensuite, dans le bâtiment, ils ont découvert 3 corps. Et il y a un des soldats qui a soupçonné que l'un d'entre eux, c'était celui d'Yahya Sinwar, et qui a commencé à envoyer les photos. Donc, d'abord, le corps a été emmené en Israël pour identification. Après, les documents de la police israélienne ont confirmé la correspondance dentaire entre le terroriste éliminé et Yahya Sinwar. Aujourd'hui, il y a donc, on est à la fin de cette fête de Soukhot aujourd'hui, et c'est très symbolique en fait en Israël, parce que si vous vous rappelez bien, le 7 octobre l'année dernière avait lieu à la fin de cette fête de Soukhot, et il y avait des cabanes qui sont restées dans tous les kibboutz du sud, vous avez vu, pendant des mois, parce que personne n'était là pour les défaire, puisque les gens étaient soit morts, soit évacués à l'autre bout du pays. Donc là, vraiment, il y avait une prudence très claire en Israël avant d'avoir une annonce officielle sur cette mort. Et le timing maintenant, c'est d'abord des consultations sécuritaires entre Benjamin Netanyahou et toute son équipe. Je vous l'ai dit, avec également les négociateurs et sans doute avec les médiateurs, l'Égypte et le Qatar. Et une fois tout cela passé, oui, Benjamin Netanyahou va sans doute prendre la parole et peut-être s'entretenir également avec Joe Biden et le reste des médiateurs pour voir comment avancer sur cette question des otages. Une dernière question, Lise Benkemoun, vous nous l'avez confirmé, le corps de Yahya Sinwar se trouve en Israël. Est-ce que cette dépouille a une valeur? Est-ce qu'elle peut être une monnaie d'échange pour tenter de négocier le retour des otages? Je ne suis pas sûre, Laurence, mais c'est un peu compliqué. Disons qu'en Israël, nous ne laissons pas les corps. Donc, ça veut dire que parce que vous le savez que dans la religion juive, c'est très important de pouvoir enterrer les gens et de pouvoir faire la prière dessus. Je ne suis pas sûre que les terroristes du Hamas aient la même moralité, si j'ose dire, sur le corps de Yahya Sinwar, et pas sûr du tout qu'ils aient envie de négocier. Ce qui est sûr, c'est que je comprends l'inquiétude des familles d'otages aujourd'hui, même si la quasi-totalité de la société israélienne se réjouit de cette élimination. Il faut être honnête, on n'est pas en train de pleurer sur la mort de Yahya Sinwar, qui est vraiment le boucher du Hamas qui a organisé les massacres du 7 octobre. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, lui-même pouvait négocier sa vie contre une libération des otages. Et là, je ne pense pas que le reste des chefs du Hamas qui restent seraient prêts à négocier des otages contre le corps de Yahya Sinwar, parce que ça donnerait une impression de défaite totale de leur part. Donc je ne suis pas sûre que ça ait énormément de valeur. Lise Benkemoun, il y a aussi la menace de l'Iran qui a dit qu'il riposterait en cas de confirmation de la mort de Yahya Sinwar, ce qui est le cas. Il y a toujours cette menace des missiles iraniens. Oui, bien sûr, Laurence, mais j'ai envie de vous dire qu'on l'avait de toute façon. Elle est au-dessus de nos têtes, quoi qu'il arrive, la menace de l'Iran. Et c'est pour ça que j'entendais les invités sur le plateau dire qu'il y a un certain nombre d'Israéliens qui veulent aller jusqu'au bout et jusqu'à Téhéran. C'est très dangereux, on le sait bien, parce que l'arsenal iranien est excessivement important, ne serait-ce que même celui du Hezbollah, qui n'est que le proxy de l'Iran, est déjà très important. Mais cette menace, elle n'est quelque part pas tellement plus depuis l'élimination de Yahya Sinwar, puisque on sait bien qu'eux-mêmes ne voulaient pas complètement rentrer dans une guerre totale avec Israël pour diverses raisons, et notamment également celle des États-Unis. Donc cette menace, on vit avec. De toute façon, on sait très bien qu'on est encore en guerre. Cette guerre, elle n'est pas terminée parce que Yahya Sinwar est mort. Et il y a encore beaucoup d'autres fronts. On le sait, même à Gaza, elle n'est pas terminée, encore moins dans le nord. Il y a aussi les Houthis du Yémen. On ne se fait pas d'illusions sur le fait que la mort de Yahya Sinwar ne termine pas la guerre contre l'Iran. Merci beaucoup Lise Benkemoun, vous restez avec nous parce que l'édition spéciale va continuer sur nos antennes. Louis de Ragnel, une dernière question. Israël est toujours aussi seul ce soir. Et ça, c'est une des grandes leçons de cette séquence terrible.
Absolument, mais alors on peut voir les choses de deux manières. Premièrement, vous mettez à la place de Benyamin Netanyahou, vous vous dites ça valide totalement ma stratégie. Il va se dire j'ai été critiqué, on a dit que j'allais trop loin, mais globalement aujourd'hui la tête du Hamas a été neutralisée grâce à cette stratégie militaire qui était peut-être un peu musclée, peut-être qu'il allait trop loin selon certains, mais sans cette stratégie, Yahya Sinwar aujourd'hui serait sans doute encore en vie. Et de l'autre côté, effectivement, vous pouvez vous dire, mais Israël reste toujours aussi seul. Moi, j'attends, pas avec impatience, mais avec intérêt en tout cas, la déclaration des chefs d'État européens qui sont réunis à l'occasion d'un sommet européen en ce moment à Bruxelles, qui discutaient tout l'après-midi de la question du conflit au Proche-Orient et qui ensuite devaient parler d'immigration. Et donc, ils ont parlé de cette question-là. Donc, sans doute pendant leur réunion, ils ont appris la mort de Yahya Sinwar. Et je pense que ça ne change rien pour tous ces pays européens qui vont rester un peu sur... Au contraire. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ça y est, il est mort, François Pupponi, il faut arrêter. Ça va être ça. Vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire, arrêtez. La pression va s'accentuer sur Israël. Donc, ça ne va pas les encourager, les soutenir plus. Si vous dites, vous aviez donné ça comme objectif, vous avez réussi, maintenant arrêtez, vous n'avez plus d'excuses. Négocier négocier un cessez-le-feu avec le retour des otages. Donc ils vont mettre la pression, je pense, encore plus sur le gouvernement israélien. Mais simplement pour terminer, je pense que Netanyahou se dit, en fait, j'ai réussi à faire ça sans eux. Globalement, parole, les pays européens, donc on va les laisser parler, et puis je vais continuer jusqu'au bout mon travail et ma stratégie. Et je avec pense le soutien des Américains. Avec le soutien des Américains, mais qui est un soutien qui est... Alors certes, soutien, mais c'est pas un soutien total, illimité, inconditionnel de la part des Américains. Mais on voit que... Je pense que Netanyahou va se dire, maintenant, voilà, je vais continuer, et ça va renforcer sa détermination. Et sans doute, je sais que les Israéliens sont divisés sur Netanyahou, mais je pense qu'il y a plein de gens qui détestent Netanyahou et qui se diront, bon, globalement, on n'aime pas le bonhomme, mais c'est grâce à lui, il a fait le travail, c'est lui qui a permis la neutralisation de Yahya Sinwar. Dernière précision, Olivier Benny. Eliminated Yahya Sinwar, c'est à l'instant le message que vient de poster l'armée israélienne, qui est suivi d'un long communiqué. Et qui dit qu'après un processus d'identification du corps complet, Yahya Sinwar est bien éliminé. L'armée le confirme. Voilà, le chef de la diplomatie israélienne estime que la mort de Sinwar est une occasion pour libérer les otages, car c'est aujourd'hui la question centrale. Où sont les otages ? Combien